Et c'est vert, donc ça doit être bon. Alors, hop. Donc, comme vous l'a dit Clément, présentation. Donc aujourd'hui, le titre de la présentation, Stormtrooper ou Rebelle, comment construire une équipe IT dans laquelle chacun s'accomplit. Alors pourquoi ce titre-là? Tout simplement parce que lorsqu'on cherchait une image à mettre sur Meetup, on est tombé sur celle-ci. Et j'ai trouvé que ça caractérisait assez bien en fait ce qui peut se passer dans une équipe IT. C'est-à-dire que d'un côté, on a une entreprise qui est assez intéressée à l'idée d'avoir des Stormtroopers. Ils sont tous pareils, en général ils fonctionnent assez bien, on peut facilement prévoir ce qu'ils vont faire. Et de l'autre côté, eh bien, on a des développeurs qui eux sont tous différents, qui ont des appétences, des compétences, des spécialités différentes. Et on peut très vite se trouver dans une situation où on demande à quelqu'un qui n'est pas un Stormtrooper d'en devenir un. Et il peut assez rapidement se sentir un petit peu pas à sa place. Et donc voilà, donc ça résumait assez bien en fait ce qui peut se passer dans pas mal de projets IT. Et donc on va essayer eh bien aujourd'hui de voir comment ne pas arriver dans cette situation. Alors, voilà ce qui se passe un peu assez souvent dans des boîtes, c'est qu'on a le front of staff, donc l'équipe telle qu'elle est présentée, qui sont tout propres, qui sont tout beaux, c'est nos fameux Stormtroopers, et on a derrière, eh bien, ce qui se passe derrière avec les rebelles, qui ne correspondent pas du tout en fait à cette image-là. Et ça peut créer un espèce de schisme entre à la fois l'image qui est projetée et l'image réelle de l'équipe et comment elle se perçoit elle-même. Alors, ça peut poser problème, comme par exemple, on peut avoir, eh bien, comme dit, l'image qui est projetée un petit peu par le management, qui est pas du tout raccord avec l'équipe. Du coup, l'équipe se distancie un petit peu de cette image et on arrive petit à petit sur une distanciation entre ce que le management voudrait et ce que l'équipe est réellement, jusqu'à ce que potentiellement il y ait un petit peu rupture. Et ça, c'est des situations en général qu'on veut éviter, parce que ça grince un peu des dents au moment où on se rend compte que, ah, en fait, il y a une dissonance. De l'autre côté, eh bien, on peut avoir une équipe qui projette elle-même une image, qui est assez proche des Stormtroopers, et qui derrière adapte ses process pour essayer d'aller vers cette image. Et en fait, petit à petit, eh bien, on a une convergence. Au lieu d'avoir une divergence qui s'accentue, on a au contraire une convergence entre l'image qu'on essaye de projeter, ce qu'on essaye de devenir et ce qu'on est réellement. Donc voilà, aujourd'hui le but c'est un petit peu de rentrer dans ce deuxième cas de figure et de voir comment on peut y arriver petit à petit au sein d'une équipe IT. Alors l'idée de cette présentation, hop, excusez-moi, ça skip une diapositive. L'idée de cette présentation m'est venue de cet animal qui se trouve juste là, Mick Gordon. Si vous ne le connaissez pas, c'est un compositeur de musique spécialisé dans tout ce qui est jeux vidéo. Il a notamment composé la musique de Doom. Donc je vais prendre vraiment 2 minutes pour me présenter, mais donc je m'appelle Kevin Le Gouil, je suis développeur, élite développeur, ça fait quasiment une décennie que je suis dans le métier. Et je suis en fait, à côté de ça, fan de sport, fan de jeux vidéo et fan de musique. Ce qui fait que lorsque Doom 2016 est sorti en 2016, vous vous doutez bien que j'ai mis les mains dessus. Et l'année suivante est sorti en fait tout un tas de documentaires, tout un tas d'interviews, tout un tas de TED Talks en fait de la part de l'équipe de développement et notamment Mick Gordon qui m'ont énormément inspiré, notamment sur comment mener des projets, comment arriver en fait à avoir cette fibre créative dont on a tous besoin en fait, comment faire en sorte qu'on s'épanouit au travail. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ces talks qui sont ultra intéressants, que ce soit l'interview ou que ce soit vraiment le talk en eux-mêmes. Ils sont plus orientés musique, donc aujourd'hui on va essayer eh bien, d'orienter ça un petit peu plus justement du côté IT. Voilà, voilà. Hop. Alors, juste pour présenter un petit peu lui ce qu'il avait eu, son point de départ, son brief qu'il a eu lui, typiquement, c'était, donc il faut bien imaginer, première phrase, on veut que vous fassiez de la musique que personne n'a jamais entendue. Ça doit correspondre au jeu parfaitement et ça doit être apprécié par des millions de fans, instantanément. Vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, Mick Gordon étant quelqu'un d'assez introverti, quand on lui a donné ce brief-là, il n'était pas très à l'aise. C'est le genre de brief qui est relativement intimidant. Il faut savoir que derrière, dans son brief, c'était en gros le principe de Doom, c'est qu'il y a des démons qui arrivent sur Mars, tu dois prendre un fusil à pompe et il faut les renvoyer en enfer. Voilà, globalement, c'est ça le truc. Derrière, dans son brief, il n'y avait pas de guitare et on aime les synthés, quoi. Alors, si jamais, juste là, il y a une petite image, vous voyez bien qu'il y a une guitare, donc déjà, vous vous doutez que le brief, il a réussi un petit peu le faire changer. On verra ça un petit peu plus tard sur comment il s'en est sorti, mais voilà. Sa présentation, en gros, donc je vous invite vraiment à aller regarder, que j'avais mis sur la slide précédente, sa présentation, il partait en fait de ce postulat. Si on veut changer
l'outcome, donc ce que l'on fait, on doit changer le processus. Et alors, quand on entend cette phrase, on peut se dire qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que c'est changer le processus? En fait, parce que surtout dans l'informatique, changer le processus peut y avoir plein de choses. Ça peut être la technique, ça peut être les outils qu'on utilise, ça peut être l'organisation d'équipe, ça peut être plein de choses. En fait, l'idée vraiment à retenir, en tout cas moi ce que j'en ai retenu derrière Change the Process, Change the Outcome, c'est qu'on ne peut pas demander aux gens, avec les mêmes outils, la même organisation, etc., de juste magiquement changer ce qu'ils produisent. Si on veut réussir à changer sur la durée l'outcome d'une équipe, eh bien, il faut potentiellement amener à changer soit cette équipe, soit leur manière de travailler, leur manière de communiquer. Sinon, si on arrive à changer l'outcome de manière temporaire, on va nécessairement retomber dans les travers. Et c'est ça que je trouvais très intéressant en fait, dans cette présentation. C'était vraiment réussir à comprendre un petit peu cette phrase « Change the process, change the outcome ». Donc voilà. Hop. Alors nous, de notre côté, ça donne quoi? Parce que c'est bien beau de parler de Mick Gordon, mais maintenant on va parler un petit peu de ce que ça donne de notre côté. Alors ça, c'est un brief assez classique qu'on entend dans toutes les boîtes. Si jamais, n'hésitez pas à rajouter les propres choses que vous entendez dans vos briefs, mais l'application doit répondre parfaitement aux besoins en constante évolution du métier. Ça paraît évident. L'application doit tourner 24 sur 7, ce n'est pas toujours le cas, mais en général c'est le cas, et être dépourvue de tout bug, ça par contre, vous l'avez tous eu. L'application doit être intuitive et répondre aux interactions du client rapidement, bien entendu. Il faut que ce soit facile d'utilisation. Application ou API d'ailleurs, hein, c'est pareil. Si vous avez des consommateurs de votre API, il faut que votre API soit intuitive et il faut qu'elle réponde rapidement. Et bien entendu, ça on vous le dit pas souvent, mais vous savez, c'est un petit peu le petit astérix qui est en bas de page. L'application doit être réalisée en peu de temps et être maintenable par une petite équipe, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Alors, quand on voit ça, on se dit, bon, au final, c'est pas si compliqué que ça. Bah en fait, si. Parce qu'il y a plein de choses qui sont en contradiction les unes avec les autres. On va en donner une, hein, mais une application qui doit constamment s'adapter et qui doit constamment changer, en général, c'est pas gratuit. Bien entendu que ça va coûter de l'argent de faire ces évolutions-là. Pareil, hein, vous pourrez vous amuser à rajouter toutes les flèches, voilà, j'ai donné quelques exemples. Mais en gros, vous pouvez voir qu'il y a des tensions au sein de ce projet. Il y a des conflits d'intérêts entre les différents éléments de notre brief. Et ça va rendre potentiellement la tenue de ce projet difficile. Ça va créer potentiellement des tensions au sein de l'équipe. Et c'est exactement ce que je dis dans cette slide-là. Si jamais, n'hésitez pas, vous pouvez inventer le dialogue que vous voulez entre les deux personnages. Mais on a des tensions intrinsèques, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Dans tout ça, vous mettez des êtres humains. En général, on n'est pas top pour communiquer entre nous dès le départ. Et en plus de ça, vous rajoutez potentiellement du stress. Parce que ouais, il faut faire les choses rapidement, et puis vous comprenez, il y a le gros projet qui doit être livré dans 2 mois. Bon, en général, on a tous les éléments, tous les ingrédients pour que ça se passe pas super bien, et c'est pour ça que les projets IT, eh bien, c'est un bon... Ça peut vite partir dans des directions qui ne sont pas très agréables. Donc, pour éviter tout ça, eh bien, il va falloir mettre en place pas mal de choses, et notamment un cadre qui permet de rassurer les développeurs. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de très important. Il faut que les développeurs se sentent à l'aise. Parce que, encore une fois, on est des êtres humains. Et il y a des émotions qu'on n'a pas du tout envie de vivre, et encore moins au travail, parce que ça peut nous amener bien derrière à ne pas tout simplement plus vouloir travailler, en fait. Ou plus vouloir travailler avec les personnes avec lesquelles on travaille. Donc des émotions très humaines, hein, la trahison, le fait de se faire moquer, en général, c'est pas dingue, c'est pas quelque chose qu'on apprécie, le stress ou la lassitude aussi. S'ennuyer au travail, en général, c'est un bon moyen de décrocher progressivement, mais très sûrement, du sujet sur lequel on travaille. Donc voilà, pas mal d'émotions qu'on n'a pas trop envie de ressentir, d'où l'importance d'un cadre qui va permettre de les éviter et qui va permettre de les gommer. Philosophie d'équipe saine, justement, donc pour moi, avec 4 vraiment grands piliers, qui vont être le premier, tolérer les erreurs. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus que ça dessus, parce qu'on va le revoir juste après, mais qui est quelque chose de très important. Et surtout, quand on a un profil un peu ingénieur, on aime quand les choses sont vraiment bien faites, sont vraiment carrées, etc., on a très souvent un peu du mal à tolérer l'erreur, surtout chez les autres. Chez soi, parfois on l'accepte, et encore, pas toujours, mais chez les autres, c'est d'autant plus difficile. Échanger sans filtre, qui est absolument, qui est extrêmement important. Donc l'échange sans filtre, ça ne veut pas dire qu'on se balance des nions. Ça veut dire surtout qu'on accepte d'écouter. C'est surtout ça l'échange sans filtre. C'est de laisser les autres aussi parler. C'est surtout ça. C'est ça que je veux dire par échange sans filtre, c'est d'éviter de bloquer la parole d'autrui.
C'est surtout ça, l'échange sans filtre, et c'est faire en sorte que la parole puisse couler, que les gens se sentent en confiance de pouvoir parler, qu'ils se disent pas « Ah bah non, de toute façon, il va me dire non, ou alors il va se moquer de moi, donc bah, je vais me taire ». C'est le pire qui puisse vous arriver dans une équipe. Donc c'est ça que je veux dire par échange sans filtre, c'est surtout pas se balancer les nions. Rester soudés, très important. Quand il y a un problème, bah, en fait, on est tous ensemble dedans. Hein. L'objectif, c'est pas de commencer à pointer des doigts. Déjà vu, déjà vécu. C'est pas super fun. Et s'encourager. Dernier point, ça peut être des choses, par exemple, bah, typiquement, une présentation comme je l'ai fait aujourd'hui, c'est une manière de présenter mon travail. Au boulot, vous pouvez très bien le faire. Par exemple, bah, telle personne a fait tel projet, pourquoi elle ne le présenterait pas, par exemple? Ça va être des choses comme ça. Par exemple, les journées de démo sont très intéressantes pour ça. Donc voilà. Pour continuer, ce cadre rassurant va permettre de cultiver tout ce qui est passion et créativité chez les développeurs. Ça, c'est quelque chose de très très important. C'est quelque chose que j'ai beaucoup dans ma mission actuelle. Je ne donnerai pas de nom, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu là dans ma mission actuelle, où vraiment je suis arrivé avec des développeurs qui, ça se sentait niveau passion, il n'y avait plus grand chose. Si vous voyez ce que je veux dire, ils traitaient les tâches qu'on leur donnait, quoi. Et ils n'en faisaient pas beaucoup plus. Mais c'est pas pour les blâmer, c'est qu'en fait on leur donnait pas envie de faire plus. L'intérêt d'avoir un cadre rassurant, c'est que justement, derrière, on va pouvoir faire des choses pour nous. On va pouvoir commencer à travailler un petit peu pour nous. Et c'est là où laisser couler les idées est très importante, parce que les gens, du coup, quand ils vont avoir une idée, ils vont se dire « bah tiens, je pourrais peut-être améliorer l'application comme ça », plutôt qu'ils se disent « ah bah non, typiquement, ça ne sert pas le métier ». Ouais, ça ne sert peut-être pas le métier aujourd'hui, mais peut-être que ça le servira dans quelques mois. Donc si on a le temps de le faire, bah, peut-être qu'il faudrait le faire. Encourager l'époque, leur permettre, pareil, de continuer à tester des choses, leur permettre de s'amuser un petit peu hein, au sein du projet. Et puis après, surtout très important, moi je vois ce qui a vraiment changé la donne au sein de l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, c'est comme dit de les décrocher de la production. Mettre en place vraiment des points où on parle purement technique, et en fait, certes, il y a la production, c'est super important, mais on se prend du temps pour nous. On travaille pour nous, on travaille pour notre application, c'est notre outil de travail. Et en fait, on se réapproprie un petit peu cet outil. Et en fait, c'est tout bête, mais le fait que les développeurs se réapproprient leur propre travail et réellement travaillent un petit peu pour eux, ça donne aussi un sens à ce qu'ils font. Parce qu'ils se disent, tiens, j'ai du contrôle sur ce que je fais et j'ai du contrôle sur l'application que je développe. Je ne fais pas juste ce qu'on me demande. Et en fait, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et ça permet justement de rallumer un petit peu cette passion. Et je vous dis ça, typiquement des points purement techniques, c'est quelque chose là que j'ai remis en place sur ma mission actuelle. 2 mois plus tard, j'ai les développeurs qui en veulent plus, qui se mettent à proposer des idées, qui se mettent, etc., etc. C'est dingue en fait comment avec très peu de choses, directement cette passion justement renaît un petit peu. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi très très important de venir cultiver un petit peu cette passion et cette créativité. Et après, eh bien, utiliser des points comme les rétrospectives, ce genre de choses. Vous n'êtes pas forcément en agile, mais essayez d'avoir constamment des points qui vous permettent d'avoir du feedback sur tout ça, qui vous permettent de comprendre, est-ce que, oui, ça marche? Est-ce que, est-ce que est-ce que la fibre, elle reprend, quoi? Voilà. Donc ça c'est, en tout cas pour moi, très très important. Typiquement, pour vous donner un exemple avec Mick Gordon, ce qui m'avait marqué un petit peu, encore une fois, dans sa présentation, c'est que eux, par exemple, ils avaient un point où ils ne cherchaient pas à produire de la musique. Ils ne faisaient pas de la musique. Non, non, ils s'amusaient avec des synthés. Ils faisaient des sons débiles, vous voyez, des trucs comme ça. Et en fait, au-delà de se dire ils s'amusent, en fait, ça leur permettait, encore une fois, de faire du travail pour eux, parce que pour eux, faire un son débile et de jammer, ça leur permettait un petit peu de faire travailler leur créativité, de se dire, tiens, je bosse un petit peu pour moi. Et derrière, de mettre cette créativité et cette passion au service de leur entreprise. Donc voilà. Alors, je disais tout à l'heure, tolérer les erreurs, extrêmement important. Donc, quand je dis tolérer les erreurs, c'est bien entendu au sein de l'équipe. C'est dans le processus de développement. Quand on arrive en production, tolérer les erreurs, notamment vis-à-vis des équipes métiers ou des équipes de production, ça peut être plus compliqué. Donc l'objectif, c'est bien entendu d'avoir ces erreurs, de faire ces erreurs en amont et de faire des tests qui nous permettent de nous assurer que ces erreurs n'arrivent pas en aval de la mise en production, évidemment. Mais l'idée, c'est que quand on fait une erreur, eh bien en fait, on apprend. Je vous l'ai dit, je fais pas mal de sport, et notamment du sport de combat. Et un des avantages quand on fait du sport de combat, c'est quand on fait une erreur, on s'en prend une. Et c'est tout bête, mais en fait, on réalise tout de suite qu'on a fait une erreur, et donc du coup, on peut tout de suite se poser la question, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Vous voyez, quand vous avez une séance où vous en prenez beaucoup, à la fin, vous remettez vraiment en question.
Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se prendre des baffes lorsqu'on fait du développement informatique, mais par contre, ce qui est bien, c'est que quand je suis à l'entraînement, quand je m'en prends dans la tête, bah, je suis dans un cadre qui me sécurise. Je sais que ce n'est pas des gros coups, je sais que c'est des coups légers, c'est pas méchant, et que la personne en face de moi ne cherche pas à m'envoyer à l'hôpital. Donc j'accepte de prendre quelques coups, j'accepte de faire quelques erreurs pour pouvoir progresser. Ça doit être exactement la même chose dans l'informatique. Il faut accepter de se planter, il faut accepter de faire quelques petites erreurs pour pouvoir progresser et passer de bah, j'ai peur de l'eau froide à je maîtrise. Donc voilà. Alors comment est-ce qu'on arrive un petit peu à ça? Bah déjà, que faire quand on se plante, pardon. On a pas mal de réactions un petit peu typiques. Hein. En fait, il n'y a pas de problème. Le typique, ça marche sur mon poste. Si jamais vous... Voilà, je pense que vous le connaissez tous, vous l'avez tous pratiqué. Voilà, il y a je vais le faire moi-même. C'est typiquement quand c'est votre copain, votre collègue qui a développé la feature et puis ça ne fonctionne pas, vous vous dites, bah, allez, je vais tout faire moi-même. Et puis je vais reprendre l'intégralité du projet dans la nuit. Pourquoi pas? Déjà vu faire. Ou alors, stay fucking calm, et en fait, vous paniquez complètement. Donc ça, bien entendu, c'est toutes les réactions qu'on veut éviter face à une erreur. Le truc, c'est qu'en fait, ça, c'est des réactions qui sont purement humaines. Et en fait, si on ne s'entraîne pas à ne pas avoir ces réactions, ou la dernière réaction que tout le monde a, qui est celle de se renfermer sur soi-même quand on doute un peu, quand on a peur de faire une erreur, et ben, en fait, on a difficilement la bonne réaction. La bonne réaction, c'est quoi? C'est d'en parler avec son équipe, tout simplement. Quand on a un doute, quand on a une erreur, c'est d'en parler avec son équipe, c'est de discuter. Et potentiellement, c'est eux qui vont pouvoir vous débloquer. Et donc pour ça, très important de s'entraîner. Parce que le réflexe humain, c'est ce qu'on voyait juste après, c'est les 3 réflexes qu'on a pu voir juste avant, ça peut être, et surtout celui-ci, se renfermer sur soi-même. On a peur de mal faire, donc on ne fait pas. Voilà. Typiquement, vous avez tous essayé de rencontrer quelqu'un, peut-être, ou en tout cas je vous l'espère. Si vous n'allez pas voir la madame et si vous ne lui dites pas bonjour, vous avez 0 chance. Et c'est bien entendu pareil dans l'autre sens. C'est exactement pareil ici. Si au moment où vous avez peur de faire une erreur, eh bien, vous n'en parlez pas, vous n'allez pas pouvoir progresser sur cette erreur. Si vous vous renfermez et que vous butez sur cette erreur pendant des heures, potentiellement, vous allez arriver déjà pas sur la bonne solution, mais en plus, vous n'aurez pas eu l'input de vos collègues pour vous aider à vous en sortir. Donc voilà, donc je doute, donc j'en parle aux autres. Et bien entendu, et ça c'est quelque chose de très très important, comme dit, si on transforme l'échec en moment d'échange, le meilleur moyen d'échange, c'est encore le vocal. Je pense que vous l'avez peut-être tous vécu, mais les échanges par PR interposés, c'est pas fun. En général, les retours dans les PR sont assez négatifs, ou en tout cas, en général, on fait un petit peu des critiques. On dit, ça c'est pas top, ça tu pourrais améliorer. Et quand il y en a 1 ou 2 de retours dans la PR, ça va. Plus il y en a, et plus c'est difficile à recevoir pour la personne qui a fait la PR à la base. Parce que c'est normal, hein, c'est tout à fait humain. La personne, c'est son travail, potentiellement elle vient d'y passer quelques dizaines d'heures. Elle se dit, mince, j'ai mal bossé, etc., etc. Donc préférez largement l'échange à l'oral, c'est exactement ça avec les 2 chiens, mais dès qu'on ouvre le portail et qu'on parle de manière plus ouverte, bizarrement les tensions s'abaissent. Donc évitez vraiment les échanges par pair interposés typiquement, ou les échanges à l'écrit, et préférez l'oral, parce que ça va vous pousser, vous, par exemple si vous faites le feedback, à regarder votre interlocuteur et à vous dire peut-être qu'il faut que j'y aille un peu plus doucement et que je le ménage, et de l'autre côté, ça permettra à votre interlocuteur de voir que vous restez bienveillant, et que vous n'êtes pas là pour le tailler, vous êtes là pour l'aider à progresser. Donc vraiment, privilégiez l'oral. Hop. Alors maintenant, une fois qu'on a tout ça, parce que c'est bien beau, eh bien, comment on applique tout ça vraiment dans le contexte production? Déjà, prendre du recul sur la demande initiale. Parce que vous vous souvenez un petit peu du brief qu'on avait vu au début. Si vous répondez aux besoins, et c'est tout ce que vous faites, vous avez résolu ce problème-là. Juste la petite partie en vert. Donc tout ce que vous avez fait, vous avez répondu à l'application doit répondre parfaitement aux besoins. Même pas en constante évolution du métier. Hein. Parce que potentiellement, vous pouvez répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais la solution que vous avez proposée, elle n'est pas du tout maintenable, elle n'est pas du tout évolutive. Donc aujourd'hui, ça marche. Peut-être que dans 2 mois, votre solution elle est déjà obsolète. Application opérationnelle 24/7 et dépourvue de tout bug, vous avez mis en place des tests unitaires, peut-être pas. Donc dépourvu de tout bug, vous ne le savez pas. L'application doit être intuitive et répondre rapidement au client, vous êtes juste contenté de répondre aux besoins. Donc encore une fois, vous ne le savez pas, vous ne l'avez pas testé.
Et est-ce qu'elle doit être réalisée en peu de temps et surtout être maintenable par une petite équipe? Encore une fois, vous ne le savez peut-être pas, parce que vous avez peut-être mis en place une usine à gaz. Donc, d'où l'importance de vraiment prendre du recul sur la demande qui est effectuée le plus tôt possible dans le processus de développement. Justement pour se poser toutes ces questions-là et pour essayer de répondre à un maximum d'éléments du brief. Et pas uniquement à cette petite partie, on doit répondre parfaitement aux besoins. Parce que répondre parfaitement aux besoins, c'est le minimum syndical qu'on vous demande. Voilà, c'est vraiment le minimum qu'on vous demande en tant qu'équipe IT. Et en général, on vous demande beaucoup plus, mais à l'instant T, vous ne le savez pas. Donc, pour aller un petit peu plus loin, pour prendre du recul, eh bien, essayez de créer une cohérence au sein de votre application, à la fois pour les personnes qui consomment votre application, faire en sorte que votre API ait des retours qui soient cohérents, faire en sorte que le design de votre application il soit cohérent pour les utilisateurs, que les interactions soient cohérentes pour les utilisateurs, mais aussi qu'il y ait une cohérence dans votre application pour vous-même. C'est-à-dire que vous codez à peu près toujours d'une manière similaire. Parfois, il y a une solution qui est meilleure qu'une autre dans un contexte ultra spécifique. Est-ce que ça vaut le coup de casser une cohérence globale de l'appli pour répondre ultra spécifiquement là-dessus et gagner, je dis une bêtise, 5 millisecondes au chargement de la page? Peut-être pas. Voilà. Essayez de construire une cohérence vraiment au sein de votre application pour qu'il y ait des habitudes qui se créent et que les développeurs s'y retrouvent au sein de l'application. Mettre en place une solution réplicable ou réutilisable dans des contextes similaires, c'est ce que je vous disais, essayez de mettre en place des solutions qui peuvent se réutiliser. Donc par exemple, ça, un très très bon exemple qu'on peut trouver, c'est les repositories. Si jamais vous êtes développeur et que vous avez déjà fait de l'architecture par couche, vous avez par exemple la couche infrastructure avec les repositories à l'intérieur, et c'est eux qui vont concentrer l'intégralité des appels API. Ça par exemple, c'est un très bon exemple. Un autre exemple technique qu'on va pouvoir trouver, ça va être un système de droit. On pourrait très bien, sur la page, mettre un if user a ça, alors, tac, je fais quelque chose. Ou alors, on peut essayer de mettre en place un système de droit un petit peu plus conséquent. Et donc derrière, on se base sur ces droits pour pouvoir autoriser certaines choses sur certaines pages, afficher certains blocs, etc. Et peut-être que le système de droit sera plus robuste. Voilà. Assurez-vous que la solution est maîtrisée par l'équipe et compréhensible par de nouveaux devs. Encore une fois, c'est très très bien de mettre en place des trucs ultra optimisés, etc. L'essentiel, c'est surtout que ce soit maîtrisé par tout le monde. Parce que si c'est maîtrisé uniquement par vous, parce que vous êtes le cadre de votre équipe, c'est dommage, vous n'êtes pas tout seul dans votre équipe. Et potentiellement, ce ne sera pas vous qui ferez la maintenance de ce truc-là. Donc essayez vraiment de mettre en place des solutions que toute votre équipe comprend et que toute votre équipe maîtrise. Vraiment, ça c'est très très important. Et encore une fois, utilisez les points techniques pour pouvoir diffuser un peu tout ça. Vous assurez que le niveau de maîtrise de votre équipe il soit globalement à peu près homogène. On en revient un petit peu à l'idée des Stormtroopers. Vous voyez qu'on y arrive petit à petit, c'est-à-dire que tous les développeurs commencent à avoir à peu près le même niveau de compétence. L'idée est là. Mettez en place des tests automatisés pertinents et surtout réfacto régulière, justement pour garder le code à jour. Voilà. Appliquer, ça donne à peu près ça, en fait, cette pensée de cette philosophie d'équipe. On va en fait tendre vers ça, essayer de créer de la cohérence, essayer de créer quelque chose de maintenable et vraiment, comme dit, prendre du recul, on ne répond pas juste aux besoins, on va un peu plus loin. Parce que typiquement, encore une fois, exemple de la boîte dans laquelle je suis actuellement, au début, ils avaient un projet, ils se sont vraiment souciés de « on va répondre aux besoins ». Mais ils n'ont pas pensé créer quelque chose de cohérent. Sauf que pour une fois, c'était une feature qui était un peu plus lourde que d'habitude. Et dès que c'est un peu plus lourd, si on essaie juste de répondre aux besoins, j'ai presque envie de dire checkbox par checkbox, on se retrouve 3 mois plus tard, on met toutes les checkbox ensemble et en fait on se rend compte que ça ne marche pas. Et là, ça grince des dents, parce que d'un seul coup, on a le projet, il vient de prendre 2 mois de retard, en une semaine. Voilà. Donc essayez de prendre du recul dès le départ, ça permet d'éviter ce genre de situation. Alors après, pour tout, comme je le disais tout à l'heure, de production, comme je disais, il faut prendre du recul pour essayer de trouver des solutions qui marchent bien. Comment on trouve ces idées-là? Déjà, on écoute ses collègues. C'est ce que je disais un peu plus tôt, on laisse la parole couler. Typiquement, aujourd'hui, j'ai 2 collègues qui m'ont donné des super bonnes idées. J'ai testé, ça a marché instantanément. J'étais là, oh putain, j'y avais pas pensé. Voilà, c'est tout bête, mais comme dit, le fait que la parole coule, potentiellement, les bonnes idées, elles sont déjà dans l'équipe. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher sur Internet. Elles sont déjà au sein de l'équipe. Vos collègues les ont déjà. Donc il suffit de laisser la parole couler et de mettre tout le monde en confiance. Et les idées vont couler naturellement avec la parole.
Et bien entendu, si jamais l'idée on ne l'a pas, là on va aller, on va aller lire le manuel et là on va aller regarder sur internet, on va essayer de trouver de l'inspiration. Il y a beaucoup de problématiques qu'on peut rencontrer, d'autres personnes les ont déjà eues avant nous. Si je peux vous donner un petit conseil, ne vous contentez pas de votre langage. Si vous faites du PHP, parfois la solution, côté Java, il y a des gens qui l'ont. Vous voyez? Et après, vous pouvez poser la question, tiens, est-ce qu'on ne peut pas faire ça en PHP, etc., etc. Voilà, parfois les solutions ne sont pas forcément uniquement dans votre langage. Ce qui est très important, quelle que soit l'idée, hein, c'est de l'intégrer, de se dire potentiellement c'est une bonne idée, même si parfois vos collègues ils ont des idées nulles, c'est pas grave. Même derrière une mauvaise idée, il y a peut-être une très bonne intention. Derrière une mauvaise, et je vais rephraser, derrière une mauvaise implémentation, il y a peut-être une très bonne idée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être que l'implémentation finale qu'il a proposée n'est pas celle qui convient à votre contexte, mais peut-être que l'idée qu'il y avait derrière, elle est très bonne. Et donc peut-être qu'avec une implémentation différente, cette idée va très bien fonctionner. Donc voilà, testez, itérez, et puis vous retenez ce qui fonctionne. Très important de tester et de voir à peu près ce qui peut s'appliquer. Surtout, ne gobez pas les idées bêtement. Essayez de voir comment vous pouvez les adapter à votre contexte. Pour finir très rapidement, comment est-ce qu'on peut changer les choses au sein de sa boîte? C'est une petite slide qu'on a rajoutée. Comment on peut changer les choses dans sa boîte, notamment peu importe un petit peu la position qu'on a, qu'on soit développeur, lead développeur, etc. Eh bien déjà, incarnez le changement que vous souhaitez pour votre équipe. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez une équipe qui soit plus passionnée et qui discute, soyez passionné et discutez. C'est tout bête, mais il va falloir incarner ce que vous souhaitez pour votre équipe. Alors ça peut être beaucoup plus difficile quand on est un peu plus introverti, bien entendu, mais c'est un effort qu'il faut faire, si c'est ce que vous souhaitez en tout cas pour votre équipe, et si c'est ce que vous souhaitez pour le cadre de travail. Ne pas attendre le changement, le provoquer. Ça, malheureusement, le changement, si vous le voulez, il ne viendra pas naturellement. Il va falloir le provoquer. Alors, en tant que développeur, le truc, c'est que parfois, vous n'avez pas le pouvoir décisionnel. Donc, dans ce cas-là, comment on fait? On plante des graines. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on propose les idées aux collègues. On voit est-ce qu'ils accrochent aux idées, etc. Et puis, maintenant qu'on est deux à vouloir un petit peu cette idée, peut-être que ça va pousser un peu plus fort. Et puis, on va essayer. On va voir ce que ça donne, on voit que ça accroche bien, etc., etc. Mais en gros, proposez les idées et vous attachez pas trop au fait qu'elles soient mises en place. Proposez et laissez germer. C'est ça que je veux dire par laisser germer, c'est ne poussez pas. Proposez les idées, voyez si les gens ils adhèrent ou pas et choisissez bien vos combats. Voilà. Proposez, laissez germer. Si vous voyez que quelqu'un est tout de suite extrêmement fermé, c'est pas grave. Vous ne continuez pas sur ce sujet-là. Vous allez sur un autre sujet qui vous tient à cœur et peut-être que plus tard, quand vous reviendrez sur ce sujet-là, là, il vous dira oui. Parce qu'il a vu que tous les autres sujets que vous avez proposés, les autres améliorations que vous avez proposées, ça a marché. Donc maintenant, il va vous faire confiance sur un aspect qui, au départ, était vraiment bloquant pour lui, sur lequel il n'aurait jamais cédé. Donc voilà. Et un point très très important, deux points très importants, mais je vais commencer par celui-ci. Avec tout ça, respectez ce que j'appelle un peu la jauge d'énergie ou jauge de patience, jauge de rigueur, vous l'appelez comme vous voulez, mais respectez la jauge d'énergie de votre équipe. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voyez que votre équipe, elle est déjà au taquet et elle peut faire zéro effort de plus, eh bien, ne lui demandez pas beaucoup plus d'efforts. Essayez déjà de la soulager un petit peu. Et ensuite, demandez-lui un petit peu d'effort. Si en gros, vous poussez votre équipe pour aller dans une direction, mais que juste, ils en ont pas la force, en fait, vous allez les fatiguer. Et donc, ils vont encore plus vous dire « Non, non, mais va-t'en là, tu nous fatigues. » Voilà. Donc, répondez à leurs problématiques et en échange, ils accepteront que vous vouliez faire changer les choses. Voilà. Et reprenez l'initiative. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être plus difficile côté dev. Mais ce que je peux dire par reprenez l'initiative, c'est que très souvent, on a un petit peu cette idée de on court après la montre, vous savez, en développement informatique. Et en fait, on est constamment dans la réponse aux besoins au lieu de proposer un petit peu des solutions, au lieu d'être moteur en tant qu'IT. On est très dans la réponse à ce que veut le métier. Reprendre l'initiative, c'est ça que je veux dire. Alors, encore une fois, hein, d'un point de vue de développeur, ça peut être beaucoup plus dur à mettre en place, mais c'est essayer de faire ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être constamment dans la réponse, essayez d'avoir une approche proactive. Voilà comment on pourra améliorer notre application. Et comme ça, vous retenez du temps uniquement pour ça,
et après vous avez du temps pour répondre aux besoins. Parce que dans tous les cas, prendre soin de votre application, vous allez devoir le faire. Dans tous les cas. Ou alors, vous allez le faire payer au métier 2 ans plus tard, au moment où ils voudront faire une évolution et que ça va bloquer. Donc, essayez d'être proactif et ce temps de le prendre de manière constante, de prendre l'initiative pour que ce soit fait constamment. Et comme ça, vous n'aurez pas un blocage d'un seul coup. Voilà, voilà. Très rapidement, je voulais vous faire une petite démo un petit peu du résultat que ça avait donné côté Mick Gordon parce que je trouve ça super intéressant. Il en parle super bien dans sa présentation, donc vraiment je vous invite à aller voir. Mais typiquement, pour vous donner une idée, il a pris de l'inspiration de David Bowie. Vous vous dites, attendez, ce que je vais vous faire écouter, c'est du métal, hein, si jamais. Donc, inspiration de David Bowie, vous vous dites, attendez, c'est quoi le délire? En fait, dans cette musique Heroes, David Bowie, ils avaient mis en place un système de portes. Vous savez, lorsque le son augmente, d'un seul coup, un autre micro peut capter ce qui se passe. Et c'est ce qui donne l'effet, vous savez, de reverb qu'on a dans Heroes. I wanna be heroes. Et ben voilà, dans cette musique-là, c'est ce système-là. Et bien entendu, il s'en est un petit peu inspiré. Il a pris inspiration de l'original, il a pris inspiration plein d'autres choses, typiquement des dramas qu'il y avait eu autour du métal, etc. Au milieu, avec son cerveau, avec du boulot, il a mis en place un système, je vous inviterai à regarder la vidéo, qu'il a appelé lui-même un petit peu son Doom instrument, la Doom Machine. Et en fait, ce que fait ce système, vous allez l'entendre, c'est que quand il envoie du son dedans, eh bien, ça va produire plein de petites choses super intéressantes au niveau du son. Alors, on va voir ce que ça va donner. Vous entendez bien ou pas? Hop. Donc, je sais pas si vous entendez les espèces de craquements qu'il y a derrière, ces espèces de ravalements de son. Et en fait, tout ça, c'est pas quelque chose qu'il a fait lui-même. C'est quelque chose qui est généré par son fameux Doom instrument. S'il avait voulu le générer lui-même, ça n'aurait jamais eu ce résultat-là. C'est pour vous donner une idée à quel point le changement pour lui du processus a complètement changé sa manière de faire de la musique. Et vous vous souvenez du speech original, il y avait marqué pas de guitare. Vous allez voir dans 3 secondes. Vous entendez cette guitare? Et bien en fait, cette guitare, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet d'avoir un riff. Et l'avantage d'un riff, c'est que ça permet de répondre à un des points du brief, si vous en souvenez, faire en sorte que ce soit reconnaissable. Un riff, c'est con, mais on le mémorise. Et ben voilà, en mettant de la guitare, qui était un gros nono dans son brief au départ, il a en fait mieux répondu à la première partie du brief. Et en plus de ça, ce riff de guitare, il fait quoi ça? En fait, c'est le même, mais ralenti. Vous voyez? Donc encore une fois, Instantly Loved, il y a répondu. Reconnu par des fans, il y a répondu. Comment? En allant à l'encontre du brief original. Mais comment il en est arrivé à ce résultat-là? Eh bien, c'est avec tout ce qu'on a expliqué là. En mettant en place une philosophie d'équipe, un écosystème qui a permis de mettre tout le monde en confiance au sein de l'entreprise pour que derrière, il lui fasse confiance. Et qu'au moment où il a commencé à mettre de la guitare, les gens ont compris que c'était pour une bonne raison. Et ils ont accepté qu'ils mettent de la guitare. Au début, ils ne voulaient pas parce qu'ils ne voulaient pas que ça fasse trop métal, justement. Voilà. C'est quand même marrant pour un jeu Doom de ne pas vouloir que ça sonne trop métal. Mais voilà. Pour finir, donc vraiment, amusez-vous, faites-vous plaisir. On est quand même dans des boulots qui sont vachement sympas. Donc essayez de vous éclater. Quand je dis s'amuser, hein, c'est pas faire tout et n'importe quoi. Mais on a des métiers qui sont quand même intéressants. Il y a moyen de s'épanouir dans son travail. Donc voilà. Avec ces quelques conseils, j'espère que vous y arriverez en tout cas. Voilà, voilà. Merci à tous. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, c'est le moment. Ouais. Ils étaient combien dans son équipe? Alors, dans son équipe, à la base, c'est ce qu'il disait lorsqu'il est arrivé chez id. En fait, lui, en tant que composeur, il travaillait seul, mais par contre, il travaillait en collaboration avec les équipes de sound design de chez id Software. Donc, ce qu'il parlait au début, lors de son intégration, il était avec 3 personnes de chez id Software. Et après, je crois qu'au total, je ne voudrais vraiment pas dire de bêtises, mais je crois que ça tournait entre 5 et 10 personnes en fonction des moments du projet.
Mais voilà, globalement, vraiment, les personnes qui l'ont intégré au tout début et dont il parle dans sa présentation, c'est 3 autres personnes avec lesquelles il a beaucoup travaillé. Après, il a dû travailler aussi avec des gens qui ne sont pas de la musique, mais c'est tout bête, hein, quand on produit une soundtrack, il faut comprendre le produit qu'on doit incarner. Donc, il a dû interfacer avec les gens chargés du gameplay, les gens chargés du design, du jeu en général, etc. Donc, en fait, son équipe, en quelque sorte, lui étant freelance, hein, bien entendu, et se greffant sur la boîte, en fait, c'était un peu toute la boîte. C'est juste qu'il a dû leur faire cette éducation un petit peu de qu'est-ce que c'est la musique. Et nous, en tant qu'IT, c'est un petit peu pareil dans beaucoup de boîtes, en fait. Hein. On se greffe à la boîte, qui à la base ne fait pas du tout de l'IT, mais on a une expertise dont ils ont besoin. Donc, en fait, on doit leur faire un petit peu ce travail de pédagogie et leur faire comprendre comment, nous, notre boulot, on le met en place efficacement. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas, mais voilà. Qu'est-ce que tu penses du pair programming qui a l'air de rentrer un peu dans les choses Très bien vu. J'en ai pas parlé et désolé, mais justement le moment où je parlais, vous savez, de beaucoup parler à l'oral, j'ai oublié de le mentionner, mais le pair programming, super important. Typiquement, moi personnellement, dans la plupart de mes équipes, ce que j'aime à dire, c'est que l'APR, en fait, c'est censé quasiment être une étape de passage parce qu'on se l'oblige, mais en fait, presque on n'en aurait plus besoin parce qu'on a échangé avant et parce qu'on s'est assuré que le travail qui a été produit, que le développement qui a été produit, il est en accord avec la manière de travailler de l'équipe et il est en accord avec le besoin auquel on essaye de répondre. Et au final, vraiment, l'APR, c'est juste, on a mis un check. On a fait une dernière vérification pour s'assurer qu'il n'y avait pas des petites coquilles ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment un dernier check. Et c'est là où le pair programming, alors bien entendu, pratiqué intelligemment, peut beaucoup aider. Typiquement, voilà comment on pourrait mettre ça en place. C'est un truc que je dis assez souvent, mais moi, typiquement, en tant que développeur un peu plus senior, si je passe 30 minutes à faire du pair programming avec un développeur junior, potentiellement, il n'aura plus jamais besoin de mon aide sur cet aspect-là. Alors peut-être que je vais devoir me répéter 3-4 fois, mais peut-être qu'au bout de 4 fois, donc 2 heures de pair programming au final, ça y est, maintenant il est monté en compétence, il n'a plus besoin de moi. Et ce mec-là, maintenant, il est beaucoup plus efficace. Donc j'ai bien fait d'investir ces 2 heures au départ, plutôt que de venir lui faire des retours incendiaires systématiquement dans les PR. Parce que juste review une seule PR où je ne prends pas le temps de pair programmer, ça m'aurait pris les 2 heures. Sauf que lui, il n'aurait rien appris à la fin, et en plus, maintenant, il me déteste. C'est quand même con. donc voilà, donc ouais, pair programming 100%. Vraiment, comme dit, investissez du temps pour que les membres de votre équipe apprennent ce que vous sachiez, et inversement. Voilà, s'ils savent des choses que vous ne savez pas, faites éponge, hein, prenez. Voilà, c'est l'avantage encore une fois de laisser couler la parole. Les bonnes idées, les bonnes connaissances, elles viennent de tout le monde. C'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais si à un moment vous dites non à quelqu'un, et c'est ça aussi que je veux dire par laisser couler la parole, si vous dites non à quelqu'un, potentiellement cette personne, elle comprend non pour le sujet sur lequel vous êtes, mais elle comprend non dans tous les contextes en fait. C'est-à-dire que maintenant, elle a compris que quand quelque chose ne vous plaisait pas, vous lui balanciez un non. Alors, en fonction de l'intensité du non, cette personne, potentiellement, elle ne veut plus vous parler du tout. Hein. Il y a des personnes qui prennent beaucoup moins bien le non que d'autres. Peut-être que certaines personnes dans cette salle, quand ils se prennent un non, ils se disent « Oh, c'est pas grave », et puis le lendemain, ils reviennent avec un grand sourire. Il y en a d'autres, quand ils se prennent un non un petit peu sévère, le lendemain, ils ont juste plus envie de bosser. Hein. Donc, faites très attention à ça. Comme dit, si à un moment, vous n'êtes pas d'accord, essayez d'avoir un vocabulaire. Alors, ça va paraître très manipulateur comme ça, mais en fait, quand le but derrière n'est pas de manipuler, c'est pas grave. Mais essayez d'avoir un vocabulaire où vous êtes en mode « Je vais y réfléchir ». Dites pas non, dites « Je vais y réfléchir ». Prenez le temps d'y réfléchir et essayez de trouver ce qu'il y a derrière. En général, les gens avec lesquels vous travaillez, ils ne sont pas bêtes. Hein. Même si, encore une fois, l'implémentation n'est peut-être pas la bonne ou n'est pas adaptée, il y a peut-être une bonne idée derrière. Et peut-être que cette bonne idée, vous allez pouvoir la réutiliser. Donc voilà, essayez de vraiment prendre le temps de ne pas dire non. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. D'autres questions ou pas ? Mick Gordon, il ne s'est pas fait virer de Doom Eternal? Alors si, exactement. Et pourquoi? Alors c'est là que c'est terrible.
C'est que justement, la relation qu'ils avaient réussi à construire avec Doom 2016, le producteur appelé Bethesda a demandé à Mick Gordon de produire de la musique dans des volumes absolument monstrueux, dans des temps, dans des délais absolument intenables, et il y a un moment où malheureusement ça a craqué. Donc ouais, c'est très dommage. Alors il s'est fait virer ou il a décidé de partir. C'est un petit peu un espèce de mix entre les deux, mais oui, malheureusement ça s'est mal fini. Parce que ce contrat de confiance qui avait été mis en place a été un petit peu brisé. Alors à qui la faute? Je vous laisserai vous renseigner sur ce drama pour, pour vous décider. Mais voilà, oui, malheureusement, il y a eu un petit couac. Comme dit, hein, on le disait au début, les projets informatiques en général, notamment à cause de la notion de délai, sont des projets compliqués. Il y a beaucoup de points sur lesquels ça peut craquer. Bon bah voilà, là le point sur lequel ça a craqué, c'est purement les délais, quoi. Voilà, quand on demande l'impossible et qu'on attend des résultats absolument, c'est compliqué. Voilà. Notamment, il n'a pas apprécié, une des choses qu'il a fait sur Doom 2016, c'est de produire une soundtrack vraiment construite et vraiment, il a vraiment passé du temps à faire une soundtrack qui a été, que tout le monde la critique a vraiment beaucoup apprécié, et les fans ont énormément apprécié. Et en fait, sur Doom Eternal, eh bien, Bethesda lui a pas vraiment donné le temps de faire ça. Tu vois, la soundtrack, c'était un petit peu en mode, oh bah, il allait faire ça le soir, tu vois, en side project. Non, en fait, il bossait déjà le soir pour le jeu. Donc voilà, le point sur lequel ça a vraiment coincé, c'est ça. Voilà. D'autres questions? Eh ben allez, merci à tous en tout cas. Merci. Hop.